nous allons évoquer l'historique et la spécificité ou les spécificités de la campagne de ces jours d'activisme, l'appropriation de la campagne par les Congolais et les Congolaises, les acquis de la lutte à travers la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles, mais en réalité, le rôle des médias dans la réussite de cette campagne d'activisme. Et ensuite, on va envisager les enjeux et perspectives de la campagne contre les violences sexuelles basées sur les genres. Nos panélistes vont donc nous en dire un peu plus sur les thématiques que nous avons choisies par intervenants ou par panélistes. En cette période où l'humanité se mobilise autour de la 26e édition de la campagne pour les 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles faites à la femme, l'Union congolaise des femmes de médias s'est fait l'honneur d'organiser, avec l'appui d'Internews, ces cafés presse sur les acquis de cette campagne qui a lieu chaque année du 25 novembre au 10 décembre. Créé par des activistes à l'occasion du premier Institut international pour le leadership des femmes en 1991, la campagne implique tous les acteurs et à tous les niveaux autour d'un thème spécifique. Le thème retenu pour cette année est « De la paix à la maison, à la paix dans le monde, une éducation sûre pour tous ». Nous voulons principalement mobiliser les médias sur cette question, étant donné qu'en tant que source de socialisation ayant le plus d'impact sur l'opinion publique, ils ont le privilège de participer au changement de perception et de mentalité au bénéfice de la lutte contre les inégalités liées au genre. La jeune fille, espoir de demain, n'a pas accès à une éducation de qualité à cause des obstacles liés aux stéréotypes du genre et surtout à la pauvreté. Notre souhait le plus noble est que chaque acteur, à tous les niveaux d'intervention, puisse s'approprier cette campagne en réfléchissant sur les acquis de cette lutte 27 ans après et d'en tirer au maximum des leçons. C'est un honneur aujourd'hui pour Internews, à travers un appui financier de la coopération suisse avec un financement complémentaire de l'Agence américaine pour le développement USAID, d'appuyer l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM en sigle, à organiser ce café presse qui s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Une occasion pour Internews de permettre aux différentes plateformes ici présentes concernées par le sujet d'échanger sur les acquis de cette campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. En fait, certaines femmes et jeunes filles congolaises sont victimes de différentes formes de violence. On peut citer la violence conjugale, le harcèlement sexuel et psychologique, la violence sexuelle et physique, le mariage forcé et précoce, etc., etc. Les hommes ne sont pas non plus épargnés par ce phénomène qui gangrène la société congolaise. L'idée est donc de présenter ici les acquis de cette campagne pour en dégager les perspectives afin d'assurer dans les jours à venir un impact plus considérable de cette campagne auprès de la population congolaise, féminine en particulier, qui espère voir améliorer sa situation à travers les retombées positives que pourrait donner cette campagne. Je vous souhaite des fructueux échanges et je vous remercie. Je vais donner la parole au premier panéliste, à la première intervenante, Madame Esther Kamoigna. Elle nous vient du ministère du Genre, Famille et Enfants. Elle va exposer sur l'historique et spécificité de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles basées sur le genre. Madame, vous avez l'honneur. C'est une campagne mondiale qui tire son origine du premier institut pour le leadership mondial des femmes, parrainé en 1991
par les Centres pour le leadership mondial des femmes. Les dates de début et de fin de la campagne sont respectivement le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et le 10 décembre, donc la fin, Journée internationale des droits de l'homme. Ces dates ont été choisies, c'est pour lier symboliquement la violence faite aux femmes aux droits humains. Dans nos cultures, souvent les femmes ne sont pas considérées comme des sujets de droit. Et pour souligner également cette violence qui constitue une violation des droits de la personne. Donc les 16 jours d'activisme contre les violences fondées sur le sexe, là on voudrait donner l'occasion de conscientiser le monde entier quant aux violences faites aux femmes, afin de prendre des mesures et d'agir pour éliminer toutes les formes de violences faites aux femmes. C'est en 1999 que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette date a été choisie en mémoire de Sœur Mirabal de la République dominicaine, brutalement assassinée en 1960. Et la journée leur rend hommage et invite le monde entier à dénoncer la violence basée sur le genre. Ces 16 jours ont pour objectif d'attirer l'attention de l'opinion mondiale sur le fait que les droits des femmes constituent des droits fondamentaux et que ces droits doivent être connus et que les femmes doivent en jouir comme tout le monde. Alors, il faut une campagne soutenue par les médias avec tous les moyens. Et ce matin, nous voulons compter sur vous. Je vous remercie. Madame Clotilde Kabemba, elle va exposer sur l'appropriation de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles par les Congolais et plus précisément les Congolaises. Actuellement, cette campagne de 16 jours d'activisme n'est plus menée seulement à Kinshasa, mais elle est menée dans toutes les provinces, dans les 26 provinces, par des organisations de la société civile que nous ne connaissons pas, au niveau des différentes divisions de genre. On mène cette campagne. Et même les jeunes filles, entre eux, essaient un peu de s'organiser par rapport à la réalisation de quelques activités par rapport aux 16 jours d'activisme. J'en viens au deuxième point, qui porte sur l'implication des acteurs. C'est vrai qu'on ne construit pas seul. C'est vrai que pour construire, on a besoin de différentes étapes. Et pour cela, cette campagne a eu différents acteurs. Et nous pensons que, je crois que c'est un défi pour le RAF de relever le niveau de la jeunesse pour que la jeunesse puisse s'approprier de cette campagne. Parce qu'il y a eu des générations passées. Nous sommes des générations, je peux dire, des générations qui sont en train de passer aussi. Nous devons déjà préparer la relève par rapport à cette campagne. Par rapport aux acteurs, je citerai d'abord la société civile, à travers les organisations non gouvernementales. La société civile organise des actions de sensibilisation, de formation, d'encadrement et même de plaidoyer. Par le pouvoir, nous avons le pouvoir législatif. Il y a les députés au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau du Sénat qui votent les lois que nous proposons, que le gouvernement propose. Il y a aussi le pouvoir judiciaire qui ont cette responsabilité d'exécuter les lois. Et il y a aussi le programme exécutif, comme Mme Esther Kamonia, venait de le dire. Donc c'est le pouvoir exécutif qui met en place les différentes structures. À l'époque, il n'y avait pas AVIFEM. Aujourd'hui, nous avons AVIFEM. Il y a le secrétariat de la résolution 1325, nous l'avons. Donc c'est le pouvoir exécutif qui a ce pouvoir-là de mettre en place toutes ces structures, mais aussi de programmer et de concevoir des plans nationaux, des plans nationaux par rapport à la lutte contre le VIH-Sida, par rapport à la lutte contre les violences sexuelles.
Il y a aussi l'implication de plusieurs partenaires, comme ONU Femmes qui est là, il y a USAID, il y a les PNUD, il y a ONU Femmes, il y a MONUSCO Genre à l'époque aussi, il intervenait beaucoup. Il y a aussi, il y a aussi MONUSCO Droits de l'Homme qui intervenait beaucoup. Il y a Konrad Adenauer, il y a Corded, il y a plusieurs partenaires qui interviennent dans le sens technique et même d'autres dans le sens financier. Et ce que nous décrions aujourd'hui, c'est de quoi on m'a demandé de parler, c'est par rapport maintenant à l'implication de la population. La population doit faire partie de ces acteurs. Malheureusement, on constate que cette population n'est pas parmi les gens qui véhiculent le message, n'est pas parmi les personnes qui vulgarisent cette loi. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes ignorent des lois. La plupart des personnes, la plupart des femmes ignorent leurs droits, et ceci constitue un grand problème et un défi à relever pour le développement de la RDC. Par rapport au point 3, portant sur l'appropriation de ces jours d'activisme par les Congolaises, là je vais relever, je crois, 3 classes. Je vais commencer par la classe des élites que nous sommes. L'élite connaît quand même ce qui se passe et essaie un peu de s'approprier, mais de façon limitée. Il y a aussi les femmes d'autres catégories qui ne sont pas avec nous. Ces femmes-là qui sont dans les champs, les femmes qui sont au marché en train de vendre, les femmes monitrices, institutrices, les femmes qui sont dans la rue en train de vendre des fruits. Il y a les filles qui sont à l'école, il y a les filles qui sont à l'université. Celles-là qui sont majoritaires alors que la classe d'élite est minoritaire n'ont pas la connaissance de leurs droits. Et ceci constitue un frein à l'épanouissement personnel de la femme. Je parlerai aussi de filles, les jeunes filles, les petites filles. Cette catégorie est plus importante parce qu'en Afrique aujourd'hui, 65% de la population est représentée par les jeunes. Et je pourrais dire que 65% de la population congolaise est représentée par les jeunes. Si déjà les femmes représentent plus de 50% de la population congolaise, nous pourrons dire que cette jeunesse-là peut être à 38%, presque 40% qui est représentée par les filles, constitue une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que ces filles ne connaissent pas leurs droits, ces filles ne connaissent pas leurs obligations. On pense qu'être belle, passer dans la rue, c'est ça avoir ses droits, parler français, c'est ça avoir ses droits. Mais la plupart de ces filles-là n'arrivent pas à faire face par rapport aux différents défis qui leur sont présentés dans le milieu professionnel et même dans le milieu universitaire, pour ne pas parler au niveau du milieu scolaire. Les jeunes filles, la plupart ignorent l'existence de textes juridiques qui remettent en cause les pratiques néfastes des us et coutumes dans nos communautés. Il est donc préférable de s'investir dans la prévention que de prendre en charge la réparation qui est souvent hypothétique. Je dis et je vous remercie. On va parler maintenant du rôle des médias dans la réussite de cette campagne d'activisme contre les violences sexuelles basées sur le genre. Un grand pays, une grande nation, Madame Anna Maïmouna, je vous accorde la parole. Les médias donnent l'information pour que la population sorte de l'ignorance. L'information que les médias donnent, elle la prend des acteurs qui sont impliqués dans la promotion des droits des femmes. Et c'est dès le départ de cette campagne que les médias ont été déjà impliqués pour donner l'information. Et là, pour rappeler, quelqu'un a dit qu'un fait non reporté par les médias n'existe pas. Et donc, les médias donnent à des faits de société une autre dimension. Nous avons devant nous ici des confrères, des consoeurs, des caméramans qui sont en train de prendre les images qui vont être rapportées après, qui va donner à notre café presse d'aujourd'hui une autre dimension. Les médias forment, éduquent la population. Et là, on voit aussi l'apport efficace pour les changements de la société. Grâce aux programmes diffusés, au-delà de l'actualité, des magazines, des émissions spécialisées et autres productions, on arrive à éduquer la population,
à aider la population à sortir de cette ignorance, à connaître les droits des femmes et à le promouvoir. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de progrès parce que de plus en plus les médias s'engagent. Mais il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire parce que j'ai parlé tout à l'heure du pourcentage des femmes qui ont accès aux médias. Dans les news, dans l'actualité, présentement, nous n'avons que 20% des femmes qui parlent comme source d'information dans nos informations. Radio, télé, presse écrite. C'est pour dire que nous avons encore un défi. Nous avons encore des choses à améliorer pour réduire les écarts entre les hommes et les femmes dans l'accès à l'information. Notre rôle, le rôle des médias, est connu. Nous sommes là. Nous devons continuer à faire notre travail et à l'améliorer pour le bien de notre communauté. Je vous remercie. Puisque selon Madame Anna Maïmouna, la presse a joué son rôle, donc je vous laisse découvrir ces témoignages recueillis à travers les provinces. Nous avons eu la loi sur les violences sexuelles. On commence à voir que les gens qui commettent ce genre de crimes sont quand même punis. Le nombre de violences sexuelles en RDC a quand même baissé depuis la nomination de la conseillère principale du chef de l'État en matière de violences sexuelles. Mais c'est un processus. Les acquis dans le cadre, par exemple, de la conscientisation de la femme et de l'homme face aux violences, c'est vrai que les efforts sont fournis. Mais dans un contexte de guerre, de conflit, là, clairement, la campagne n'a pas encore vraiment réussi. Quand on parle de la violence domestique, l'homme contre sa femme, peut-être que ce sont les méthodes qu'il faudrait changer, les méthodes de sensibilisation, les méthodes de sanction, c'est-à-dire des punitions carrément qu'il faut changer, mais on ne doit pas se décourager. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Je dirais oui, parce que bien avant cela, la question des luttes contre les violences faites à la femme était considérée comme un tabou. Au niveau de notre pays aujourd'hui, il y a des lois, il y a des programmes, il y a des stratégies adoptée par la RDC, la stratégie nationale de lutte contre les violences faites à la femme. Aujourd'hui, les chefs coutumiers en parlent. Il y a des provinces où même on refuse à ce que l'on puisse donner en mariage une fille. Moi, ça m'apporte quelque chose lorsque je vois qu'effectivement, il y a des hommes aussi qui en parlent. Lorsqu'il y a même des autorités qu'on peut amener en prison parce qu'ils ont été auteurs de violences sexuelles. Moi, je me dis, oui, au moins, nous sommes accompagnés par la législation congolaise. Je ne vais pas m'attarder sur les acquis parce qu'on a vraiment, on les a cités par les différents intervenants, que ce soit tout l'arsenal juridique, les cadres juridiques que nous avons améliorés en RDC en termes de textes. Ça, c'est des acquis importants. Mais maintenant, le défi par rapport à ça, c'est vulgariser ces lois. Quand on prend les codes de famille, qui durant 13 ans, les différentes parties prenantes, gouvernement, société civile et activistes, se sont battus pour réviser ces codes de famille, extraire dedans des dispositions qui sont discriminatoires. 13 ans durant. Et pendant une des étapes, c'est que ces codes de famille qu'on a révisés finalement, qu'on a promulgués en juillet 2016, c'était une petite enquête qui a été faite a montré que ces codes de famille que nous avions plus de 20 ans n'étaient pas connus par la grande population et même, ce qui est grave, même par certaines personnalités qui devaient le faire appliquer. Donc, c'est un grand défi pour nous. On a listé une série de lois ici qui on peut se frotter les mains. La RDC a un des cadres juridiques meilleurs, mais le défi demeure l'application. Que ce soit les codes de famille,
que ce soit la loi sur la parité, la loi de personnes vivantes, protégeant les personnes vivantes avec le VIH, la loi de la protection des enfants, nous avons la loi sur les personnes handicapées. Tout ça, ça mérite maintenant d'être vulgarisé pour que le citoyen, au fond fin, puisse les connaître. Ça, c'est un des grands défis auxquels on doit faire face. Dans l'appropriation, vous avez entendu aussi dans l'histoire du pays que c'est RAF, que j'ai sali aussi, qui était à la base. Mais aujourd'hui, nous pouvons vous l'affirmer puisque nous jouons ces rôles de coordination. Aujourd'hui, on a une planification des activités et des actions sur toute l'étendue de la RDC menée par plusieurs partenaires. Certainement que tous n'ont pas eu peut-être pas l'occasion de nous renseigner sur ce qu'ils vont faire, mais la planification que nous avons plus d'une vingtaine d'organisations qui ont planifié des activités dans différents coins de la République. Donc en termes de ça, c'est déjà assez expressif en termes d'appropriation. Mais nous pouvons aussi citer la synergie d'action ou les partenariats publics-privés, parce qu'on a suivi dans les cheminements, c'est une ONG qui prend les devants, le gouvernement récupère la coordination de tout ça, mais on a aussi des privés qui s'engagent aussi dans les violences sexuelles. Tant que nous aurons la persistance des violences sexuelles ou des violences basées sur le genre dans tous les domaines de la vie, la campagne aura toujours un travail. Si je prends notre pays, nous allons dans les domaines économiques. Aujourd'hui, toute la problématique de l'accès des femmes aux ressources, l'accès des femmes au marché, à l'entrepreneuriat, au crédit, à la terre, tout ça, c'est des défis qui sont devant nous et qui appellent des actions pour pouvoir améliorer. Je disais qu'on a des lois qui ont essayé de régler un certain nombre de choses, mais il faut absolument que tout ça se matérialise. Et ça demeure des défis pour nous. Les mariages précoces, ça se passe dans nos familles. C'est nous sommes invités des fois d'aller participer à des mariages et on est très fiers de prendre son verre alors qu'il s'agit là d'une fille de moins de 18 ans. Et donc c'est ça l'interpellation pour nous, de faire tout pour que ce genre de choses ne se passent pas dans notre environnement. Mais je crois, en bref, les défis qui nous attendent et le chemin à parcourir, il est encore long, mais ne perdons pas courage. Merci. C'est un café de presse qui se veut être également un échange entre vous et les panélistes. Certainement que vous avez des questions à poser à nos panélistes. J'aimerais que l'on commence avec... Il y a un micro-baladeur. On va commencer avec Madame Esther Kamwanya. Merci beaucoup. Moi, j'ai justement une question pour Madame Esther. J'aimerais un peu, en quelques mots, que vous puissiez nous dire aujourd'hui où en est-on dans cette stratégie. Parce qu'il y avait des éléments bien précis qui avaient été placés sur cette stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles, donc qui engage le pays. Et donc, j'aimerais savoir au jour d'aujourd'hui, en 2017, où en est-on avec cette stratégie nationale de la violence sexuelle basée sur le genre. Et ma deuxième question, des panélistes, donc peu importe la personne qui pourra répondre, c'est juste que je suis un tout petit peu déçue parce que dans les acquis, par exemple, parce que j'aurais bien voulu entendre dans les acquis, vous puissiez par exemple nous donner des chiffres concrets sur, je vais dire, la diminution des violences sexuelles en RDC, sinon l'éradication, parce que au fait, on fait cette campagne, oui, c'est pas seulement pour que les gens connaissent les lois, mais c'est pour que justement la violence sexuelle puisse baisser, sinon être totalement éradiquée. Donc voilà mes deux petites questions. Merci. Merci beaucoup, Madame Noémie. On va prendre la
dernière question de la première série, Madame Blandine Zoro. Quelle est justement l'incidence de cette campagne de 16 jours d'activisme par rapport à la campagne de lutte contre le VIH-Sida concernant les femmes atteintes du VIH-Sida, parce que vous venez là de parler des femmes qui meurent en donnant la vie. Qu'est-ce que vous, en tant que partenaire, en tant que communauté internationale, entre guillemets, qu'est-ce que vous faites pour justement faire coïncider cette campagne avec les 16 jours d'activisme et la journée mondiale de lutte contre le sida? Parce que cette journée, le mois de décembre, est pratiquement consacré aussi aux activités de lutte contre le VIH-Sida. Merci. Je disais que parmi les documents élaborés par le ministère du Genre, Enfants et Familles avec ses partenaires, il y a cette stratégie. Cette stratégie qui a 4 dimensions. Et nous avons la prévention, nous avons la protection. La protection, c'est la lutte contre l'impunité. Nous avons l'aspect sanitaire, donc qui est l'aspect de la prise en charge des personnes victimes de violences. Et puis nous avons le 4e volet, c'est la réinsertion socio-économique. Alors, cette stratégie, comme vous savez, c'est une stratégie qui a été adoptée depuis 2009. Effectivement, c'est une stratégie qui a montré, qui a pu faire avancer la lutte dans notre pays. Surtout les violences sexuelles du côté de l'Est. Vous savez qu'il y a eu plusieurs projets qui ont été élaborés, exécutés, évalués et qui a montré que, en tout cas, cette lutte a porté des fruits. Au niveau du ministère, nous avons une base de données qui collecte donc les violences faites aux femmes, surtout les violences sexuelles. Donc, cette base de données est même en ligne. Les données sont là. Donc, il y a une diminution sensible des violences par rapport à ce que ça a été. Bien sûr qu'il faut faire la différence. Qu'il y a, par exemple, les autres provinces où, pendant les conflits armés, on pensait qu'il n'y avait pas de violence, mais d'après notre base de données, on révèle qu'il y a quand même des provinces qui ont quand même des cas de violence plus élevés. Comme je peux donner plus, c'est Kinshasa. Donc il y a quand même des violences qui sont commises à l'endroit des femmes et des jeunes filles. Et en tout cas, je peux vous dire qu'un acquis, c'est que cette base de données est alimentée par des données de base de toutes les provinces qui, comme vous le savez, chaque province a ce que nous appelons la synergie de lutte contre les violences. Et cette synergie travaille avec tous les acteurs de terrain. Et les données qui sont collectées là-bas sont validées pour avoir la fiabilité. Donc, il y a un volet très important donc, de la lutte qui est engagé, madame. Je peux vous dire ce matin que si vous allez à la prison de Makala, vous allez trouver des fois des gens que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'ils pouvaient être arrêtés, condamnés et qui purgent leur peine au niveau de la prison. Donc, toutes les catégories confondues. Donc, la lutte, que vous soyez ministre, que vous soyez directeur comme moi, que vous soyez chargé de programme comme M. Moulimbi ce matin. Donc, la lutte concerne... Donc, on arrête tous ceux qui sont des bourreaux de violences sexuelles et basées sur le genre. Il y a encore
toutes ces pesanteurs qui pèsent encore sur les victimes, qui font que les victimes ne dénoncent pas et par conséquent, la justice n'est pas saisie. Donc, encore une occasion de pouvoir marteler ce matin, vous comme médias, comme notre canal approprié, de pouvoir parler de ces choses, d'inciter toutes ces victimes à pouvoir dénoncer leurs bourreaux afin qu'ils subissent la peine qu'il faut. Et tout à l'heure également, j'avais parlé des lois sur les violences qui punissent vraiment les victimes. Et là, il faut oser. Il faut oser dénoncer. Mais donc, les chiffres sont là. On peut se dire de manière générale qu'effectivement la tendance est à la baisse. Parce que quand, je me rappelle quand RAF en action vers les années 2003, nous pouvions avoir dans une seule province par mois plus de 15 000 cas incidents de violences sexuelles. Le Nord Kivu t'a donné ces chiffres, le Sud Kivu t'a donné ces chiffres. Aujourd'hui, on vient à peine de tenir un comité de pilotage et on peut déjà vous dire que pour tout le pays, 2016 et tout, on est autour de 7 000 cas incidents, je pense, mais l'ensemble du pays autour de 21 000 cas rapportés. Mais on peut vous donner plus de précisions. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que le profil a changé des bourreaux. Les violences sexuelles, on peut donc observer cette mutation. Les violences sexuelles cessent de devenir conjoncturelles et deviennent structurelles. Avant, quand nous analysions la base de données, bien évidemment, une évidence, plus de 99% c'est des femmes. Il y a quelques hommes aussi, des jeunes dedans, comme victimes de violences sexuelles. Quand on va du côté des auteurs, c'était dans les proportions de plus de 80%, c'était des hommes en uniforme. Quand on dit hommes en uniforme ici, c'est toute tendance confondue, que ce soit des rebelles ou je ne sais pas desquels, donc hommes en uniforme de manière générale. Mais aujourd'hui, en termes d'auteurs, vous avez plus de civils qui sont auteurs de violences sexuelles. Donc les violences sexuelles, ce n'est plus essentiellement l'effet de la guerre, mais c'est maintenant ancré dans nos communautés. Et c'est là où ça nous interpelle pour que l'on puisse tous fournir des efforts pour lutter. Comme quelqu'un le disait ici, il faut s'investir dans la prévention. N'attendons pas que les violences se produisent pour qu'on soit en mode réponse. Mettons-nous au niveau de la prévention et je crois que c'est possible à travers les mécanismes communautaires de prévention, parce que ça existe. Il existe des mécanismes communautaires. Il faut travailler à ce niveau-là pour que nous ayons une bonne prévention par rapport aux violences sexuelles. 80% des personnes dépistées qui sont malades les 80% accèdent au traitement, n'est-ce pas? Et je crois que si on réussit ça, c'est des choses qui peuvent nous aider à réduire sensiblement les cas de VIH-Sida dans les pays. Parce que les personnes qui accèdent à des traitements et qui sont soumis à un traitement pendant un temps, ils ne sont plus capables de pouvoir contaminer. Et ça, si on parvient à faire ça, ça serait une bonne nouvelle pour le pays. Et cette année, les acteurs se sont mobilisés ensemble pour promouvoir encore cet objectif de 80-80 que poursuit le monde entier et la RDC est engagée dans ça. Donc, les questions qui concernent les VIH-Sida seront aussi portées par la campagne 16 jours d'activisme. Par rapport à ce que le Dr Jules venait de dire, c'est vrai qu'à l'époque, on enregistrait beaucoup plus de cas de violences sexuelles. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il n'y avait pas de violences sexuelles au niveau de nos familles. Seulement, c'était des questions taboues qu'on ne pouvait pas soulever au niveau des familles. Ça existait. Mais cette façon-là, la manière dont l'État congolais s'est investi en ayant de lois par rapport aux violences sexuelles a permis même aux violences sexuelles commises au niveau des familles d'être reportées, d'être dénoncées au niveau
des instances judiciaires, même il y a des personnes qui nous contactent au niveau du réseau pour dénoncer des cas de violence. Donc ce sont des choses qui sont en train d'être, qui se passent, et je vous dirais que ça se passe, chacun de nous ici dans sa famille, il doit avoir déjà enregistré un cas, même dans les années passées quand nos parents étaient encore dans l'action, il y a des cas comme ça qui s'est passé mais qu'on ne dénonçait pas. Mais maintenant qu'on demande aux gens de dénoncer, à des gens qui sont en train de dénoncer. Mais je demanderai, je passerai peut-être la semaine prochaine au ministère pour qu'on puisse mettre en place, qu'on puisse donner les sites par lesquels à travers lesquels on pourra à tout moment avoir une idée sur les statistiques des nombres de violences sexuelles faites à la femme, à la jeune et à la petite fille, même pour les cas des personnes jugées et pour les cas des personnes condamnées. Par rapport à l'intervention de Madame portant sur l'incidence de la campagne de 16 jours d'activisme sur le VIH-Sida, parce que les femmes souvent ne sont pas à mesure de négocier la modalité et même la façon dont les rapports sexuels doivent se passer avec leurs partenaires. Par rapport aux 16 jours d'activisme, ils ont ce droit-là de les négocier à l'avance. Si le partenaire n'est pas d'accord avec ce que la femme veut, alors la femme, en ce moment-là, peut être à mesure de décliner l'offre. Mais elle pourra décliner seulement l'offre si la femme a cet épanouissement économique, si la femme en elle a l'estime de soi. En ce moment-là, elle pourra décliner l'offre. C'est Bibi Chmungungu, la référence plus. C'est par rapport au numéro vert donné sur les violences faites aux femmes. Je voulais savoir si ces numéros fonctionnent 24 heures sur 24 ou à des heures précises. Parce que dernièrement, il y a une sœur qui m'a appelée. Elle voulait dénoncer son cas. Mais malheureusement, elle appelait les numéros, ça ne fonctionnait pas. Je suis Diav, je représente le mouvement Rien sans les femmes. Est-ce qu'il arrive que le partenaire ONU-Femmes, le ministère en charge du genre, organise également une réunion d'évaluation après que toutes les institutions, les ONG qui sont sur terrain aient rendu leurs activités? Lorsqu'on parle de Zaki, de cette lutte, on brandit souvent le cadre juridique. Mais à la fin, lorsqu'on brandit ce cadre juridique, on déplore l'application de ce cadre juridique. En fait, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a de stratégies efficaces qui peuvent pousser le décideur à mettre en application le cadre juridique qu'on a tant brandi lorsque nous sommes en réunion, en forum ou en séminaire? Icofem Ituri. Je suis vraiment très flattée de ma présence dans ce café de presse. À Bunia, ville de Bunia comme chef-lieu, nous avons quelques... En tout cas, on n'a pas assez de radios, quelques 4, 5, 6. Et cette radio, ce n'est pas tout le monde qui suit non plus. Et ce sont des radios qui ne peuvent pas aller au-delà de ces 4 km. Maintenant, la grande masse, vous avez dit ici, nous avons ces vieilles mamans-là, toute cette population, les grands nombres, la majorité. Il y a une petite portion d'élite dont Madame m'a fait allusion, c'est à Ville. Mais les grands nombres qui sont dans les faits fonds, comment faire en sorte qu'il ait aussi les formations, pas seulement concernant les violences sexuelles, mais d'une manière générale, parce que là, vraiment, c'est des problèmes. C'est un numéro donné par RCPT et qui reçoit, donc, vous appelez par n'importe quel réseau et c'est ce numéro qui reçoit les appels venant de plusieurs réseaux. Maintenant, est-il qu'un des problèmes techniques qu'ils ont décelé, c'est que si vous appelez le numéro, disons, on dirait qu'il est un peu surchargé. Parce que si vous appelez au même moment de plusieurs réseaux à ces numéros, donc c'est un qui est pris en charge. Et donc les autres, vous allez avoir l'impression que les numéros ne fonctionnent pas, que ça ne passe pas, ainsi de suite. Ils ont conscience de ces difficultés. Et donc plus récemment, nous avons eu la chance de participer à une réunion organisé par les bureaux du représentant personnel du chef de l'État avec les maisons de télécommunications, Vodacom, Orange et RTL, Africell. Et donc, ils sont à la recherche des solutions pour permettre à ce que la ligne soit beaucoup plus fluide, pour permettre à ce que la ligne puisse recevoir au même moment plusieurs appels. Donc, je crois que ça, ils ont conscience de ça et je pense que l'idée, c'est voir comment améliorer cette ligne. Mais c'est déjà important que vous puissiez en parler ici. Les 122, ça devrait être un outil qui va nous aider à améliorer la réponse.
Alors, moi, je pense, par rapport aux violences sexuelles, avoir le courage de dénoncer, c'était déjà une grande victoire dans la lutte. Parce que si vous connaissez l'histoire de la lutte dans notre pays, personnes sont rares. Les femmes, une femme dénoncée qu'elle a été violée, mais c'est vite, elle est chassée, non seulement répudiée par son mari, mais il y en a qui étaient chassés par la communauté. Maintenant, il faut aller à la diminution. Il y a deux problèmes. Il y a un problème d'abord au niveau social et culturel. Il y a aussi un problème au niveau économique. Au niveau social et culturel, pourquoi? Parce qu'il y a des cas de violence, il y a de l'inceste au niveau des familles on fait passer ça comme ça passe comme ça, on n'en dit rien. Mais il y a plutôt d'autres tribus où cela ne se passe pas. Au niveau du budget de l'État, on n'accorde même pas 5% au ministère de Genre et Famille pour mettre en application toutes ces lois-là. Bon, j'ai dit 5% un peu pour... je ne veux pas tout dire. Donc, c'est à peine même 1%. Maintenant qu'il y a une nouvelle loi, alors il y a un argumentaire qui a été proposé avec des innovations pour booster, pour améliorer la participation politique des femmes. On a parlé de quotas, on a parlé des sièges réservés aux femmes avec des circonscriptions. Et donc, il y a un argumentaire qui existe, que les femmes ont élaboré. Et donc, les femmes se battent par rapport à ça. Il y a eu des actions qui ont été menées au Parlement. On a eu une séance avec le président de la CENI. Après, il y a eu des séances au Parlement. Je vois des femmes ici qui ont été aussi associées à cette séance pour voir. C'est vrai que c'est une lutte et le président de la CENI l'a dit, ces hommes-là ne céderont pas. Et donc, c'est un défi pour les femmes congolaises de saisir cette déclaration pour dire que nous devons continuer à aller jusqu'au bout parce que c'est vrai qu'on ne va pas le donner comme ça. Même la parité, c'était une lutte. Et donc, nous devons continuer cette lutte, travailler jusqu'à ce que nos frères, nos hommes congolais puissent... Il y en a qui sont déjà engagés, mais on peut dire la majorité, ils ne sont pas prêts à céder. Alors, il faut continuer et c'est le travail qui est fait. Pour la sensibilisation par les médias, les radios sont là. C'est vrai qu'à Ituri, nous avons plus de radios. Il n'y a presque pas de télévision. Effectivement, c'est un défi important parce que ces populations ont besoin d'avoir l'information pour que les choses changent. Et je crois que la stratégie, il n'y a rien à inventer. L'UCOFEM a mené des actions dans d'autres provinces. Je prends les cas de la province du Kasaï oriental par rapport à la participation politique des femmes. Nous avons fait les terrains, je dirais les Kasaï, même Kananga. On a fait les terrains pour sensibiliser dans les écoles, dans les églises et même surtout pour ces deux provinces, les chefs coutumiers. C'est vrai que pour le faire, nous pouvons bien avoir la volonté, mais il faut aussi ajouter à cette volonté des moyens. Et donc, pour des moyens, il faut mobiliser, il faut toucher, multiplier les partenaires. Et nous pensons le faire ensemble pour pouvoir y arriver. Je crois que c'est ça.